Bon, rouge. Bon, on démarre par de nouveau une star de ces dernières années qui est le Primitivo. Donc le Primitivo, qui est l'un des cépages agréables découverts dans ces derniers 30 ans, je dirais. Merci aussi à sa version américaine nommée Zinfandel. C'est vrai que pendant très longtemps, la presse n'a pas su décider si Zinfandel et Primitivo étaient apparentés. Donc, on a lu des articles pro et contre pendant 20 ans. Et la plupart étaient assez convaincus que l'ancêtre venait de l'autre côté de l'Adriatique, donc de Dalmatie. Et on a pensé au Plavatsmali au départ, comme cépage originaire. Mais il y avait plein de choses qui faisaient en sorte de ne pas être convaincu à 100%. Donc, grosse batterie d'études. Et enfin, en 2011, on trouve par hasard donc, une scientifique qui travaillait à Davis, mais d'origine croate, va en effet en vacances chez elle. Et puis, en se promenant, tiens, trouve un pied de vigne bizarre qui lui rappelle étrangement ces Zinfandel. Et donc, les études sont lancées, la multiplication de ce pied est donc lancée. Et donc, le cépage se révèle être le Churlianak kanstelanski, ancêtre donc du Primitivo et du Zinfandel. Donc, on a l'arbre généalogique reconstitué de cette variété donc totalement dalmate qui va prendre le bateau, a priori avec les Grecs, pour l'installation du Primitivo. Et puis, le Zinfandel voyagera aux États-Unis à peu près au XVIIIe siècle avec une collection qui part d'Autriche. Et alors, le truc toujours assez cocasse, c'est qu'on se trompe dans le petit panneau qu'on lui met, puisque les pieds partent en collection. Donc, imaginez-vous bien des greffons qui partent avec donc un petit panneau, une petite pancarte avec écrit le nom. Et du coup, il va être nommé comme une sorte de cépage autrichien, éventuellement Zweigelt ou autre chose similaire. Et du coup, Zinfandel, par évidemment transmutation onomatopéique. Et puis voilà, hop, le Zinfandel est arrivé, le Zinfandel est né, et on le plante. Il s'adapte terriblement bien, pour étant autrichien, au désert de Californie, Central Valley. Donc, très étonnant cette chose, mais bon, on a des cépages parfois étonnants qui s'adaptent à des situations assez différentes. Bon, morale, en 2011, tout est dévoilé. Donc, ce qu'on appelle Churlianak kanstelanski, mais qu'on appelle aussi Tribidag. Donc, si vous voyagez de ces côtés-là et donc des côtés slaves, vous trouverez donc ce cépage, qui est donc notamment l'ancêtre. Le Plavatsmali étant un croisement donc, de Churlianak kanstelanski et donc cette déviation qui n'a jamais fait en sorte que Primitivo et Plavats s'intègrent l'un dans l'autre complètement, puisque le Plavats est déjà un croisement de Churlianak, donc pour reconstituer l'arbre généalogique. Peu importe. Le Primitivo est un cépage assez particulier, qui donc arrive aux Pouilles avec les Grecs et qui est pas forcément très employé, plutôt délaissé. Et c'est un curé qui, à peu près au XVIIIe, XIXe siècle, redécouvre cette variété qui a quand même une capacité à mûrir très rapide. C'est un cépage extrêmement précoce que déjà fin août est mûr. De là, son nom, Primitivo. Ça n'a rien à voir au primitif, ça n'a rien à voir à l'Antiquité. Ça vient de primativus, latin, qui signifie prémisse. C'est la racine de précoce. Voilà, c'est la même racine. Et donc, primitivus dans le sens de pré, donc préto. Et d'ailleurs, c'est un cépage assez particulier, puisque extrêmement vigoureux, qui fructifie à vagues successives. Il est capable de faire une première récolte fin août, bourgeon primaire, une deuxième récolte fin septembre, bourgeon secondaire,
Et si on récolte encore, lancer une troisième jetée sur les grappillons pour pouvoir faire la fameuse réserve du patron. C'est un cépage intarissable que du coup, si on garde sous bourgeon primaire, donne naissance à des situations de millérandage assez époustouflantes, avec donc des raisins mûrs et déjà passerillés sur la même grappe. C'est un cépage particulier qui, historiquement, a été toujours utilisé pour en produire des versions sucrées. Donc, c'était le vin de Metz. Merci, monsieur le curé, que donc récoltait ces raisins et les vinifiait en version qu'on appelle dolce naturale. Donc, voilà. Ce qu'en français, je traduirais par naturellement doux et pas doux naturel. Parce que les doux naturels ont quand même un petit piège. Les doux naturels sont des vins fortifiés, exactement. Ce que pour nous devient le piège pour les Français, parce que pour nous, les versions fortifiées, on les appelle liquoroso. Quand sur une bouteille de vin italien, vous trouvez le mot liquoroso, ça ne signifie pas liquoreux dans le sens de la texture ou du résiduel de sucre. Ça signifie fortifié. Voilà. Le même piège qui est pour nous doux naturel, dolce naturale, qu'en vérité, en français, je traduirais plutôt comme naturellement doux. Okay? Donc attention à ces faux amis qui sont parfois, bon, aujourd'hui, c'est plus du tout à la mode, donc il faut vraiment aller les chercher pour les trouver. Mais la version donc dolce naturale, vedi, liquoroso, quelques vignerons un peu la font encore sur les primitivo. La grande majorité aujourd'hui, en revanche, s'accorde pour produire des primitivos secs, ce que vous avez donc dans le verre. Et ça, c'est donc notre vin. Un cépage qui donc est distribué sur toutes les pouilles, qui a fait un tout petit peu la première mise en vue des pouilles, qui donc sont sorties de ce bassin de rouge qui tache, éventuellement qui part pour fortifier les vins de tout ailleurs. Les pouilles ont donc un tout petit peu repris leurs droits sur les vins de qualité, grâce d'ailleurs à ce cépage. Souvent vinifié en assemblage dans les appellations d'origine contrôlée. Pour pouvoir apparaître sur les étiquettes, il y a une seule appellation qui est donc Primitivo di Manduria, qui est ici, sur la zone de Tarente, voilà, mais qui donc fait la part belle sur les étiquettes grâce aux IGP. Donc Puglia, IGP, Primitivo, c'est la formulation la plus classique. Des vins de simple à complexe, de vinifiés en inox jusqu'à structurés et élevés en barrique neuve. Les visions du Primitivo sont vraiment une multitude ample et variée. Donc moi j'ai choisi une description du Primitivo très, très directe raisin, celle de Natalino del Prete, qui se trouve plutôt sur la partie Salento, qui est donc cette petite péninsule qui descend en profondeur dans la Méditerranée avec des littoraux sablonneux. Et alors les Pouilles, c'est de nouveau un autre endroit très sympa pour passer l'été, je vous l'assure. C'est agréable, c'est plaisant pour tous ceux qui ont envie de sable. C'est l'endroit où être. C'est la région avec le plus vaste littoral et le plus grand nombre de kilomètres de plage. Donc voilà, la messe est dite. Et donc, voilà, le Primitivo qui est un cépage qui supporte évidemment très bien le bord de mer et la sécheresse. Donc, toutes ces conditions de manque d'eau chronique sont faits pour lui. Donc là, c'est sa tasse de thé. Donc Natalino del Prete, qui est quelqu'un qui s'est dédié dans une espèce de deuxième vie, puisque voilà, on est dans une époque quand il démarre où on ne vit pas forcément que de viticulture, mais qui n'a jamais cédé les vignes de famille, qui sont des vignes de plusieurs générations en termes de passage, et qui a une approche très simple des vins. Et donc, son Primitivo est fait vraiment en cuve béton, tout en simplicité, sur une lecture du Primitivo qui est une lecture du cépage. En vous laissant par la suite, évidemment, la porte ouverte pour aller chercher bien plus loin d'autres interprétations qui existent et qui sont bien évidemment présentes. Donc voilà, Manduria, qui est donc cette zone.
Salice Salentino, qui est une très jolie appellation, mais sur laquelle, donc, de nouveau, on est en assemblage, et tout le Salento, qui est donc cet talon très intéressant, mais évidemment très méditerranéen, qui est donc le cœur de métier donc, de Nathalie, que vous avez dans le verre. Hop là. Alors c'est Lina qui nous présente le vin, c'est ça? Alors ce vin rouge dévoile une robe de couleur rubis, plutôt intense foncée, avec des reflets légèrement violacés. La robe est brillante, limpide. Les larmes sont plutôt fluides. Alors au nez, on est plutôt sur les fruits noirs, comme la mûre, le cassis, plutôt frais ou légèrement écrasés. Après aération, moi je ressens vraiment le côté un peu herbacé, style eucalyptus, un peu réglisse, mentholé, qui donne un peu de fraîcheur au nez. Et aussi de légères notes animales. Donc la bouche. Alors la bouche est plutôt asséchante, mais je trouve que ça reste quand même plutôt souple. La structure tannique, elle reste quand même souple, même si c'est astringent. On retrouve bien en bouche les notes animales, un peu aussi cuir ou aussi légèrement de torréfaction. Pour la température de service, je dirais 15-16 degrés. Pour la garde, je pense qu'on peut encore le garder un petit peu pour que les tanins peut-être ils se fondent un petit peu plus, peut-être, je sais pas, 5-6 ans. Et en accord, le restaurant où je travaille, il y a une épaule d'agneau confite au sauterne et à la vanille avec un crumble de cerfeuil et de pistache. Ok. Voilà. Bon, j'aurais pas fait la cuisine, voilà, avec, tu vois, sauterne va me donner des notes botrytisées, mielées, que donc le primitif a un peu de mal à tenir. C'est pas de moi, mais Bria Savarin disait qu'on faisait la cuisine avec le vin qu'on buvait. Hein. Donc voilà, donc, tout ce qu'on met qui n'est pas du même monde fait des déviations aromatiques qui après sont difficiles à porter. Mais je comprends ce côté confit, je comprends notamment ce côté totalement dans le sens. Parce que déjà, sous cette version, qui est une version simple, facile, on a déjà des arômes qui sont des arômes de fruits confits, des arômes de confiture, ces arômes d'épices qui sont typiquement primitifs. Donc, son charme vient de là. Oui? Non. Mais vous ouvrez tous les tiroirs à sucre possibles parce que vous avez déjà ces notes confites, ces notes chocolatées, ces notes de réglisse, c'est complètement dans l'idée. Mais écrasez une fois la dégustation terminée et cherchez votre salive et cherchez sa texture. Elle est quasiment la vôtre, donc pas de sucre. Si vous avez du sucre, votre salive devient collante. C'est comme si on vous avait mis de la colle en bouche. Et là, la dégustation terminée, j'ai une salive qui est pratiquement normale. Donc non, non, j'ai pas trouvé les analyses, mais si on a des sucres, c'est à mon avis inférieur aux 3 grammes. Ah, soufre! Ah non, soufre, non. Nathalie, non. Nathalie, non. Non, non, Nathalie travaille un peu en brut de décoffrage. D'ailleurs, ouais, non. C'est béton et c'est... 100% nature, ça. Ouais, Nathalie, oui. Nathalie Del Prete, elle travaille à l'ancienne. Ouais. Il ne se définit pas nature, il se définit ancestral. Voilà. Ça, oui. D'ailleurs, vous sentez un tout petit peu la rugosité du béton. Moi, ce que j'aime, c'est ce côté béton qui garde cette nature d'extraction pelliculaire un peu rugueuse. On arrive à faire des vins en béton avec des belles évolutions. Ça suffit de penser à Marlène Soria. Est-ce que vous connaissez les vins de Marlène Soria?
Perret Rose. Non? Je vous invite à les goûter. Mais elle ne met pas ses vins en commerce avant 10 ans. Parce que le béton est très long à la détente. Hein? On y arrive, mais lentement. Vous aviez une question? C'est surtout, bon, d'accord, avec ça, je mangerais bien ça, des pâtes. C'est bizarre, mais des pâtes, une bolognaise par exemple, avec la coriandre, tout ça. Ok, pourquoi pas? Bon, je vois ça, j'en ai mangé des pâtes. Pourquoi pas? Non, c'est juste, vous l'avez dit, c'est pas ça du tout en béton, mais elle vendange en Garpenchère qui a... Alors, attention à ce que vous dites. La vendange est nécessairement à grappe entière, puisque c'est vendangé à la main. C'est la vinification éventuellement à grappe entière. Okay? Bon. Juste pour, je vous cherche. Mais alors, je ne pense pas qu'il travaille en grappe entière, puisque nous sommes dans le béton. Alors, si encore on va travailler béton et grappe entière, vous ne buvez pas ça l'année d'après. Hein, on est sur 21, je crois. On est sur 21. Ça veut dire pour un rouge speedy drink. Okay? Donc, vous n'avez aucun moyen d'apporter de l'oxygène à vos tanins. Si encore vous faites des extractions par la rafle, vous ne buvez plus. D'accord? Donc, non. C'est vraiment le brut de décoffrage que le béton laisse à des infusions assez légères, mine de rien. Bon, le primitif en soi n'est pas un cépage tannique. Pour aller sous les cépages tanniques, il faut le pousser, un peu comme la Barbera. D'ailleurs. Est-ce que vous le trouvez rustique d'un point de vue aromatique? Moi, je ne trouve pas, parce qu'il a quand même une vraie richesse qui lui vient de quelques graines déjà en surmaturation. Vous voyez que bien, on est rentré un peu avec les pieds dans un tertiaire qui lui vient naturellement. Donc, il n'a pas besoin d'oxydation, il n'a pas besoin d'être oxydé davantage, chose qui aurait lieu si on l'avait élevé en fût de chêne. Probablement oui, ça, à mon avis, oui. Ça, c'est le béton. Ah, ça, c'est le béton. Le béton vous le donne jus de peau. Inox ou béton, ce n'est pas très différent dans le rendu. Quelle est la différence pourquoi l'un ou l'autre? Alors, il y a différentes choses. La première, c'est l'inertie à la température. Le béton est beaucoup plus stable d'un point de vue inertie-température. Pour qu'une cuve béton change de température, et de l'extérieur vers l'intérieur, et de l'intérieur vers l'extérieur, il faut s'y mettre. Okay? Autant que l'inox réagit comme le verre de façon très immédiate. Donc, qui utilise le béton est souvent quelqu'un qui aime bien ce côté calme de la manipulation du contenant. Il faut beaucoup de temps pour réchauffer, il faut assez de temps pour refroidir, et tout ce qui est de l'extérieur vers l'intérieur, il met énormément de temps pour apparaître dans le vin, puisqu'on a cette inertie thermique qui est forte. Bon, il y a quelques défenseurs du béton liés aussi au « je ne veux pas de métal ». Okay? Et donc, tout ce qui est électromagnétique, tout ce qui est… Voilà. Là, on y croit, on n'y croit pas. C'est aussi l'un des choix pour la jarre de terre cuite. D'ailleurs, béton et jarre de terre cuite ne sont pas très loin. On est passé par l'ovoïde béton avant d'arriver à la jarre de terre cuite. Hein, la Provence, par exemple, sous les Grenaches, a beaucoup travaillé en œuf béton pour la circulation et pour la chose. C'est vrai que le béton a eu son heure de gloire dans les années 60, puisque facile à construire, rapide à entretenir, économique, donc c'était nickel. Après, on en a détruit pas mal de ces fameuses cuves béton et on en a peu utilisé, mais la cuve béton a quand même toujours ses amoureux, et même en France. Je vous rappelle que Pétrus s'est vinifié en cuve béton, avant évidemment d'aborder son merveilleux élevage en fût de chêne. Mais ici, le jeu est un jeu entre deux. On a assez peu extrait en termes de tanins. Donc, on n'a pas une très grosse matière phénolique, mais qu'on a laissé un tout petit peu rugueuse
pour que vous puissiez avoir un minima de sensation tannique. C'est un jeu sympa, mi-viande, demi-poisson, qui fonctionne, je trouve. Oui, terre rouge riche, on est vraiment sous des terres argiles, sur des choses assez riches, assez denses. Et on change, voilà, ça c'est les vignes, et on change un tout petit peu de cultivation, puisque nous sommes dans le sud profond, et nous arrivons donc au gobelet, okay? Alberello. À partir de là, nous sommes en alberello. Donc, sur ces constructions, monoplante et plantes coiffées pour protéger éventuellement les vignes. Donc, i vecchi alberelli, et ça, nous sommes en effet sur les vignes totalement inherbées. Et voici à quoi ressemble en pleine maturité un alberello et la terre rouge, donc des argiles rouges. Et ça, c'est le primitivo. Et donc ça, c'est assez intéressant de vous montrer. Vous voyez des graines matures, à côté déjà des foyers de raisins séchés. Donc on peut faire des vins, par exemple, sur le primitivo, qui ont déjà des arômes tertiaires aboutis, sur la date, sur le chocolat, sans avoir mis la moindre oxydation en vinification. Mais parce que l'oxydation, vous l'avez déjà là, regardez ça. Si vous vinifiez ça, bah ça c'est du raisin pas serrier. Donc oui. Donc la sélection du moment de récolte pour le primitivo est extrêmement importante par rapport au vin que vous voulez faire. C'est pour ça que sous le range du primitivo, vous trouvez de tout. Donc volume de production, sélection et choix qui devient un choix œnologique du résultat dans le verre. Non, on est bas, on est bord de plage. Manduria et le Salento, on est entre 60 et 200 mètres sous le niveau de la mer. Non, c'est une table basse, bord de mer, dont le primitivo va à noces. Alors, en ce cas, oui, parce que c'est vraiment le raisin. C'est vraiment du raisin mûr, juste pressé, légèrement infusé, pas forcé à, mais les primitifs arrivent à 15,5 si vous voulez bien. Et si vous commencez à jouer sur ces sélections-là, vous avez tranquillement c'est pour ça qu'il n'a pas besoin d'être fortifié pour arriver en doux naturel, puisque comme il passerait déjà sur pied, franchement, il n'y a absolument pas de souci pour faire des choses totalement tertiaires. Pour moi, le primitivo, quand les dinosaures marchaient sur Terre, était dattes, figues séchées, voilà, c'était ça le primitivo pour moi, qui en revanche a pris un vrai coup de jeune dû à la mode, puisque ces arômes totalement oxydatifs et tertiaires, personne n'en veut plus. Donc on essaie d'avoir des primitivos beaucoup plus frais, avec des vendanges fin août. Hein, c'est l'un des rares rouges qu'on vendange après 15 août, qui veut faire des petits primitivos sympas. D'ailleurs, on en fait des rosés qui sont ultra sympas, qui ne sont pas très Frenchy, puisque évidemment, le primitivo a des pellicules extrêmement colorées, chose qui fait des rouges fuchsia, voilà, des roses fuchsia rapides. Donc, c'est coloré quand même, les rosés de primitivo. Mais c'est un point de force des Pouilles. Les rosés primitifs ont toute leur part de marché pour tous ceux qui ne se font pas arrêter par des couleurs un peu intenses. Voilà. Mais ça fonctionne bien.